Donc, on est avec Benjamin Tardif, qui a signé un contrat avec les Eagles du Colorado, le club école de l'Avalanche. Donc, premièrement, ben, Benjamin, bienvenue sur le podcast et félicitations pour ce contrat-là. Je suis vraiment content pour toi. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Excellent. Donc, merci d'avoir accepté de participer. J'aimerais que tu me parles un petit peu là, de ce contrat-là. Bon, je pense que les séries que tu as eues avec les Tigres ont vraiment beaucoup aidé. On se connaît, toi et moi, depuis plusieurs années. On a discuté à plusieurs reprises à quel point est-ce que tu attendais juste une opportunité comme ça. Là. Donc, parle-moi un petit peu de comment est-ce que ton parcours avec les Tigres a aidé et comment est-ce que ça s'est présenté à toi. En fait, c'est sûr que je pense que le parcours, comme tu dis, avec les Tigres, il a vraiment aidé. Tu sais, quand je me suis fait échanger de Sherbrooke, j'étais triste un peu parce que j'ai joué 4 ans et demi là-bas. Mhm. Puis j'ai développé des bons liens d'amitié avec plusieurs personnes. Mais tu sais, là, quand j'ai su que Victoriaville il était en train de se monter une équipe pour gagner la coupe, ben au moins, du moins pour compétitionner à la base, c'était ça l'objectif. Mhm. Fait que là, j'étais content, je savais que ça allait pouvoir me donner une opportunité. Mhm. Puis après ça, ben en série, je sais que on le voit à chaque année, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, on n'était pas les favoris pour gagner la coupe. Puis je savais que le plus loin qu'on allait se rendre, ben le plus de chances que ça allait me donner. Fait que je donnais tout ce que je Excellent. pouvais pour gagner. Fait que, c'est exactement comme ça. Puis honnêtement, j'aurais pas pu espérer mieux. Je suis juste vraiment content d'avoir été capable de signer là, tu sais, depuis que je suis tout jeune. C'est ça l'objectif. Ouais. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que ça s'est passé de l'arrivée là-bas. Bon, c'est une organisation qui, pour toi, comme tu as dit, tu as joué 4 ans et demi à Sherbrooke, tu as joué essentiellement tout ton parcours là. Donc, d'arriver dans un nouvel environnement, évidemment, c'est vraiment des règles d'équipe différentes, des joueurs différents, un système différent. Tu sais, c'était vraiment. C'était à peine justement tu changeais pas de ligue quasiment, là, parce que tu étais comme ancré dans ce qui se passait à Sherbrooke avec le Phoenix Mhm. depuis si longtemps que ça. Là. Ben c'est ça. Puis je pense que la plus grande différence, peut-être c'est quelque chose qui m'a aidé individuellement, c'est que j'étais rendu un peu peut-être confortable à Sherbrooke. Mhm. Puis moi je trouve que quand on devient confortable, c'est là qu'on arrête de s'améliorer. Fait Mhm. que peut-être qu'en arrivant à Victoriaville, comme tu dis, des règles différentes, des manières de fonctionner différentes, mais peut-être que ça m'a permis de me revoir en perspective, puis peut-être que ça m'a aidé. Mais honnêtement, ça a super bien été. On avait un bon groupe de gars. Mhm. Le coaching staff, c'était vraiment gentil. Le directeur général, le président de l'équipe, c'était super. Puis j'ai été dans une super bonne pension. Fait que l'adaptation a quand même été super facile, là. En fait, bon, parlant de contextes différents, les séries se sont jouées dans un format de bulle, si on veut. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de cette expérience-là. Tu sais, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été empruntés des bulles de la Ligue nationale l'an dernier. Mhm. Donc, parle-moi un petit peu de cette expérience-là, tu sais, les côtés positifs et négatifs. Puis, euh, tu sais, qu'est-ce qui t'a peut-être surpris aussi? Parce que, bon, on entendait parler des bulles, il y a eu des vidéos qui avaient circulé l'an dernier, etc., comment ça marche. Mhm. Mais tu sais, quand tu le vis toi-même, c'est sûr que tu as beaucoup de surprises des choses que tu t'attendais pas, là. Ben, tu sais, c'est sûr, ce qui est particulier des bulles, c'est que comme on voit un peu dans la Ligue nationale, tu sais, tu coupes tous les ponts avec la société. Tu es rendu juste ton équipe. Puis, tu sais, mettons, je donne un exemple. On prenait l'autobus pour aller à une pratique ou aller jouer une game. Ben, on voit le monde à l'extérieur de la ville. On voit le monde en auto. On voit le monde à l'épicerie. Mais, tu sais, nous autres, on est vraiment dans l'autobus. On s'en va à l'aréna. Après ça, on rentre dans l'autobus. Puis on s'en va à l'hôtel. Fait C'est qu'on fou. voit tout ce qui se passe. Sauf qu'on n'a aucun contact direct avec ce qui se passe. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. Pour ce qui est des bulles telles quelles, tu sais, je te mentirais pas, j'ai pas commencé à jouer au hockey pour jouer dans des bulles, là. Non. C'était pas le meilleur, sauf C'est que, pas le Club Med, admettons. ouais, non, exactement. Mais tu sais, si c'était pas des bulles, on discuterait pas de mon contrat en ce moment. Fait que je suis quand même très chanceux que la GMQ, ils ont poussé toute l'année pour qu'on puisse jouer. Puis, tu sais, je peux juste être
content de ce qu'ils ont fait. Là. Honnêtement, sans la saison de cette année, je serais probablement pas ici pour qu'on en discute. Là. Parle-moi un petit peu des côtés positifs, négatifs. Bon, c'est sûr que le fait que tu sois complètement déconnecté, t'es comme quasiment un passager qui voit ce qui se passe autour, mais que tu peux pas interagir. Ça, évidemment, Ouais. c'est un côté négatif. Mais j'imagine que, surtout dans un contexte comme les séries au hockey où que c'est long, c'est un grind vraiment là, assez intense. Vous êtes une gang de, bon, je sais pas combien vous étiez au total de membres des Tigres, mais vous êtes quoi, 40-50 à peu près la gang? Avec Avec, 35-40, avec 50? toute l'organisation, Ouais. on était ben, tout le temps à l'Eurotel, on était peut-être, je dirais, 25, ben, OK. une trentaine. Trentaine? Une OK. trentaine environ. Puis, tu sais, les côtés positifs, je pourrais dire que, ben, honnêtement, à Québec, à l'hôtel où on était, c'était vraiment beau. Là. On était à l'hôtel près du lac Beauport. Ben, en fait, sur le bord du lac Beauport, un hôtel 5 étoiles. OK, bon. Euh, Pas pire. on était vraiment bien. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'être avec les gars de l'équipe. Toute la journée, on passe du temps ensemble. On peut soit, mettons, jouer aux cartes. Des fois, on écoutait des films. On faisait juste parler dans une chambre. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. C'est bon pour la chimie d'équipe. Euh, il y a deux côtés. En fait, il y a un élément que j'aimerais parler, qu'il y a un Ouais. positif puis du négatif dedans. Vas-y. C'est que, comment je pourrais dire, tu sais, des fois, quand mettons, si t'as trop de lousse, ça te permet pas de focusser sur ton hockey. Tu Sauf que, slack un peu. ouais, sauf que le contraire est vrai aussi. Si Mhm. t'es tout le temps dans l'environnement du hockey, à un moment donné, ben, c'est sûr qu'on a toutes des capacités différentes, mais à un moment donné, tu vas avoir le goût de décrocher. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, la bulle, c'était le fun parce que ça nous gardait mindé, si je peux dire, là, Mhm. pour, euh, pour être prêt à jouer nos games, surtout en séries éliminatoires, c'était vraiment important. Sauf que des fois, tu sais, si tu joues une mauvaise game, t'es constamment en train d'y penser, là. T'es constamment avec ton équipe de hockey. C'est pas comme si tu finis, tu t'en vas à ta famille de pension. Des fois, tu vois de la famille ou des amis, ça te permet Mhm. de faire sortir le méchant, si on peut dire. Non, là, c'était juste vraiment hockey, 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 hockey. Fait que ça peut être bon, puis que ça peut être lourd aussi en même temps. Vous avez été combien de temps consécutifs en équipe dans une bulle? Tu sais, c'est quoi, 2 mois à peu près? Consécutif, ben, on est du moment qu'on a quelques jours avant le début des playoffs OK. jusqu'au qu'on a fini ça le 5 juin, je crois. Ouais, à peu Jusqu'au près 5 le 5, juin, 5 ou 7, quelque chose comme ça. ouais. Fait que, mettons, du moment je me rappelle plus exactement c'était quand, mais mettons, quelque part en avril jusqu'au 5 juin, on a Ouais, été c'était long. consécutifs à l'hôtel. Puis on a au-dessus de 100 nuits à l'hôtel Ouch. durant toute l'année. Ouais, écoute, si jamais tu avais une carte fidélité, tu aurais un emploi. Euh, euh, Parle-moi un petit peu de bon, comment ça s'est terminé pour toi. Bon, tu as gagné le trophée que tu voulais, donc la Coupe du Président, mais un autre quand même pas si pire. Tu as été nommé le joueur par excellence des séries. Pour un gars qui est, tu sais, je veux pas être méchant avec toi, mais un peu méconnu mhm. dans la GMQ, tu sais, si jamais on compare avec des plus gros noms comme bon, Samuel, Poulain, Jacob Pelletier qui avait de l'autre côté, Ouais, ouais. t'étais un underdog. Mais t'as Mm. réussi quand même à faire ton nom, puis c'est clair que ça l'a pas nuit avec le contrat. Ouais. Comment est-ce que tu vois cette récompense-là, cet honneur-là, d'un point de vue individuel? Puis, si jamais je t'avais dit au début des séries, tu vas gagner le titre de MVP, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Ben, j'aurais été surpris, sauf qu'en même temps, tu me connais, Frank, un peu. Ouais. C'est correct si je t'appelle Frank? Oui, Le oui. podcast? Je t'appelle Ben, fait que. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, tu me connais un peu, Frank. Oui, oui, j'aurais été surpris, mais tu sais, tu me connais, je suis quand même quelqu'un qui croit en moi. Ouais. Fait que je sais que, mettons, en termes de notoriété, je suis pas Samuel Poulin, je suis pas Jacob Pelletier, comme tu dis, sauf que je sais ce que je peux amener dans une équipe de hockey. Mhm. Puis, je sais que quand je l'apporte, ben, je deviens un joueur important. Puis en même temps, si je fais un peu le reflet avec notre équipe, je pense que ça montre un peu comment que les Tigres de Victoriaville ont été basés. Moi, je trouve que ce qui fait en sorte qu'on a été une équipe, ben peut-être que je me trompe, mais une des raisons pourquoi je pense qu'on a peut-être gagné, c'est que on avait beaucoup de joueurs qui avaient à prouver. Mhm. Oui. Donc, tu es constamment en train de vouloir prouver aux gens que tu es bon parce que tu sais, on s'entend, oui, on avait des Alex Beaucaire, on avait des Abramov, mais tu sais, on avait Elément qui n'avait pas de contrat encore. Mhm. On avait, puis même avant ça, Beaucaire a signé durant les séries, donc Ouais. il y avait des choses à prouver.
Il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas de contrat. Il y a des joueurs qui aspiraient à avoir des contrats. Il y a des joueurs qui aimeraient ça se faire repêcher. On avait Pierre-Olivier Roy, 16 ans, Mhm. qui jouait des grosses minutes, puis qui aussi avait des choses à... Tu sais, on avait tout un but, puis on avait tout approuvé au monde du hockey. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui nous a aidés. Pour revenir à ta question, si je suis surpris, oui. Mais si tu m'avais dit, je t'aurais pas dit que c'était impossible parce que je Mhm. crois en moi, puis je pense que si je te dis que, mettons, si je t'avais dit que non, j'y aurais pas cru, ben, ça sert à quoi que je Ça- continue de jouer au hockey? Puis en même temps, moi-même, si jamais tu m'avais dit oublie ça, ça m'arrivera jamais, ça va être Bocage, ça va être si on gagne, ça va être ces gars-là, éléments, Mhm. Bocage, etc. Je t'aurais fait comme ben, t'es-tu correct? Hein? Ah non, c'est ça. Ben, tu Parce sais, que ben, vas-y. parce que je le sais que t'es vraiment un gars, t'es un compétiteur né, puis tu sais, je t'ai vu jouer 80% de tes matchs à Sherbrooke, puis je sais exactement quel genre d'attitude est-ce que t'amènes, puis tu sais, quand je t'ai vu arriver à 16-17 ans, j'étais comme bon, pourquoi est-ce qu'il est dans l'alignement ce gars-là, puis après ça, il amène Mhm. pas tant de choses offensives, puis après ça, j'ai parlé à Stéphane Julien après un match, puis il m'a dit non, regarde, tu penses que tu comprends pas qu'est-ce qu'on veut faire avec. Parce que Mhm. cette année, il va peut-être. Regarde, si jamais il ramasse 7-8 points, on s'en fout. Mais ce gars-là va être un modèle pour nos jeunes dans 2-3 ans. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y avait une belle vision qui s'était faite de l'organisation avec le type de personnalité que tu as, Mhm. puis ton développement. Fait que non, j'aurais pas trouvé ça normal si jamais tu avais dit ben j'y crois pas. Fait que Mhm. d'un point de vue personnalité, puis d'un point de vue éthique de travail, etc. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu par rapport à tout ce qui est préparation, etc., que tu as, qui est vraiment particulier. Mais je suis d'accord que j'étais vraiment fier de toi, mais je n'étais pas surpris que Mhm. tu performes tant que ça. Donc, Mhm. pour souligner ça. Justement, Ok. ben, il n'y a pas de problème. Je voulais souligner un petit peu deux mentalités complètement différentes qui s'étaient affrontées en finale. Donc, les Foreurs, que c'était un club, je m'excuse aux Foreurs, mais pacté, boosté, puis Ouais. pas nécessairement de cohésion. Par moments, on voyait que quand ça devenait tough, là, la chaîne, elle pouvait débarquer. Contre vous, ça a été vraiment le cas. Tandis que vous autres, c'était vraiment une mentalité, comme tu as dit, de tout approuver. Des gars, on voyait que vous étiez vraiment. Vous vous serriez les coudes quand ça allait moins bien. Vous avez une mentalité vraiment de caractère, travail, etc. Moi, ce que j'étais tombé dessus le lendemain du match, Alexis Arsenault qui a tweeté caractère is better than talent. Mhm. Ça, je trouvais que ça avait très très bien décrit qu'est-ce que qu'est-ce que c'était passé en finale en fait. Mhm. Donc, parle-moi un petit peu de cette attitude-là, cette mentalité-là que vous aviez chez les Tigres quand vous arrivez devant une grosse machine comme les Foreurs. Ben, c'est comme tu dis, les Foreurs, il y avait des très, très bons joueurs sur papier. Ça doit être une des meilleures équipes que le junior majeur ont vu dans les dernières années. Mhm. Donc, on se le cachait pas, on se le savait que ça allait pas être facile, mais on savait qu'on n'allait pas gagner en jouant la même partie qu'eux autres. On Absolument. pouvait pas gagner en jouant une game de talent comme eux autres parce qu'on Run n'était and pas autant gun. talentueux que eux autres. Fait que nous autres, on savait que si on voulait gagner, il fallait jouer une game simple puis jouer derrière eux. Tu sais, Stéphane Julien il disait souvent que la meilleure défensive, c'est l'offensive. Ouais. Fait que notre Garder la but, puck loin de ton net. ouais. Fait que notre but, c'était juste tout le temps d'aller loin de notre net. Puis comme tu as dit tantôt, puis qu'on a répété, ben on avait toutes des choses à prouver. Puis le premier match, ben on a gagné. Donc après ça, on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de jouer contre eux. Mhm. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on a peut-être commencé à créer des doutes. Ben, au début, après ça, la première partie, il y en a qui disaient que c'était de la chance parce que Val d'Or, il venait de battre tout le Je l'ai monde. vu. Puis ça l'aurait pu. Honnêtement, ça l'aurait pu être de la chance. On le voit des fois au hockey, même dans tous les sports. Ça l'aurait pu, sauf que nous, on croyait en nous. Mhm. Puis après ça, à la troisième partie, ben ça, on s'entend, c'est le game changer des séries éliminatoires. Je vais remonter. On perdait 3-0, puis on a gagné 4-3 en supplémentaire. Mais ouais, c'est ça. C'était juste vraiment de jouer loin d'eux autres, de jouer une game serrée, surtout en désavantage numérique. On a fait du gros, gros travail, les joueurs en désavantage numérique, parce que honnêtement, leur attaque à 5, c'est tous des joueurs qui vont jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine. Fait que, C'est
C'était quelque chose. Ouais, fait que, mais non, c'est comme ça qu'il fallait qu'on joue. On savait qu'on n'allait pas les gagner. On savait qu'on n'allait pas gagner contre eux autres si on jouait la même partie que eux autres. Non, Run and Gun y allait Ouais, probablement vous c'est sûr et défoncer. certain. Bon, là, c'est une question que je vais te poser qui va être un petit peu te mettre sur le spot, Ouais. mais je voulais savoir si jamais tu compares le Phoenix de l'année précédente au Tigre de Mhm. l'an dernier. Je te demande pas quelle est la meilleure équipe, parce que tu seras pas probablement que tu voudras pas répondre. Mais, tu sais, je te demanderai pas de les mettre un contre l'autre. Ouais. Mais sachant maintenant que tu sais qu'est-ce que ça prend pour gagner, est-ce que le Phoenix, tu crois que avoir un mulligan demain matin, vous pouvez refaire les séries de l'année précédente? Est-ce que tu penses que vous étiez champion cette année-là? Convaincu. Je suis convaincu. On avait exactement. On avait tout ce qu'on avait de besoin dans une équipe pour gagner. On n'avait pas juste du talent, on avait du travail. On avait des gars qui voulaient. On avait des gars aussi qui avaient des choses à se prouver, comme je t'ai dit tantôt. On avait un excellent gardien, Samuel Lavaille. Quand même. Il faisait des très bonnes choses. Notre défensive est extrêmement solide. Puis je dirais que notre plus grande force l'année passée, c'était notre profondeur. Là. Mettons, on Ouais. enlève le trio à Samuel Poulain qui faisait 5-6 buts par game. C'était fou pendant un bout. Ouais, si on enlève ça, on avait une excellente profondeur. Nos gars de quatrième ligne, ils ont scoré beaucoup de buts durant la saison. Fait que non, je suis convaincu que, je dis pas qu'on aurait gagné de même, mais je pense vraiment on avait tout sur la table pour gagner. Puis l'autre raison aussi pourquoi je pense on aurait gagné, c'est que on, toutes les bonnes équipes ils s'affrontaient de leur côté Mhm. jusqu'à la finale. Fait que, je dis pas que ça aurait été facile pour nous, sauf que le chemin qui était tracé devant nous, c'était le chemin qui semblait le plus facile jusqu'à la Juste la finale. fin. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment ça s'est passé. La pandémie quand ça a frappé, puis que, bon, en premier lieu, quand la saison a été suspendue, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous aviez espoir que ça reparte, puis tout? Puis est-ce que vous aviez un peu une crainte que ça brise ce qui était en train de se produire avec l'équipe, puis que vous repartiez un petit peu à froid? Et ensuite de ça, quand la saison a été annulée, c'était quoi votre réaction? Donc, en premier lieu, là, la première interruption. J'aimerais que tu me Ben, parles. au début, c'était particulier parce que, on s'entend qu'on n'a jamais, Personne n'a vu ça de peut-être, notre vivant. peut-être dans des générations précédentes, mais de notre génération, on n'a jamais vécu ça. Mhm. Puis on n'avait aucune idée comment approcher ça. Moi, me faire dire on serait encore là-dedans, il y aurait personne qui nous aurait cru, là, honnêtement. Il y aurait personne qui aurait pensé à ça. Ça fait 18 mois, là. Ouais, fait que, dans notre tête, nous autres, c'était on arrête un 2 semaines parce qu'en ce moment, le système hospitalier est engorgé. Fait qu'on arrête un 2 semaines puis on repart par après. Ça, c'était notre mentalité du départ. Puis là, après ça, quand on était chez nous puis on voyait à TVA des cas de 2000 par jour, 2000 par jour, 2000 par jour, là, à un moment donné, on s'est dit, OK, je pense que c'est pas mal la fin. À un moment donné, oui, on joue au hockey puis on aime ça puis c'est un sport compétitif. Puis, au Canada, on aime le sport. Au Québec, peut-être encore plus. Ou, en tout cas, on adore le sport, mais il y a plus que juste le sport dans la vie. Donc, à un moment donné, on a réalisé que c'était pas mal la fin, surtout quand on voyait tout ce qui se fermait. Et quand on a vu que les spectacles arrêtaient, on s'entend qu'on est un sport, mais on est aussi une source de divertissement. Là. Mhm. Ouais, c'est une ligue qui marche pas sans partisans. C'est ça, exactement. Fait que, on s'est dit, ouais, ça va être tough. Puis là, à un moment donné, on le voyait. Là, il commençait tout à fermer. La quarantaine, si on peut le dire, pas la quarantaine, mais comme le confinement, il continuait. On le savait. Comme je te dis, oui, on était fâchés parce que tout ce qu'on venait d'accomplir durant la saison, c'était comme un peu jeté à l'eau. Sauf qu'en même temps, on comprenait toute la situation. Là. C'était très comprenable. Là. Quand tu as lu ou entendu là, que la saison était officiellement annulée, est-ce que tu te rappelles comment tu as réagi? Juste Est-ce que. déçu. Juste Non. vraiment déçu. J'en veux pas à la Ligue. Là. Comme je te dis, on comprend Mhm. la situation, mais juste, c'est décevant. Là, c'est comme, je fais un peu le parallèle, les Canadiens, où Ouais. c'est super beau ce qu'ils ont fait, puis mettons, tout le monde, ils vont dire que sont chanceux d'avoir été là. Dans la division Nord qui Mais, était. ouais, puis oui, c'est vrai que c'est le fun ce qu'ils ont fait, mais tu demanderas aux joueurs de cette équipe-là, c'est sûr qu'ils sont pas contents, là. Non, Ils ont fait tout ce travail-là durant la saison pour perdre en finale. C'est comme finir deuxième aux Olympiques.
Quand Ah, tu as la exact. médaille d'argent, c'est. Oui, tu as eu ça, parce qu'il y a d'autres qui n'ont rien eu, sauf que tu as tout fait ça pour rien. Mais pas pour rien, mais. Ben, tu sais, C'est vous que le but avez fait. ultime, c'est ça. Il y a un propos, c'est If you ain't first, you're last. C'est un peu ça que si t'es pas premier, t'es dernier là. Fait que c'est un peu Ouais, de même que je le voyais. On a fait ça pour en bout de ligne, pas grand-chose. pour avoir de la chance d'avoir la récompense finale. Ouais. Est-ce que, bon, pour toi, si jamais je t'en reparle aujourd'hui ou que je t'en reparle dans quelques années, je te ramène cette saison-là, est-ce que c'est un beau souvenir ou si jamais tu vas tout le temps avoir cet arrière-goût amer là, de ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr que il y a un petit goût amer, sauf que, tu sais, comme on a parlé tantôt, moi, j'ai grandi avec le Phoenix, puis il y a plein d'autres joueurs qui ont grandi avec moi. Fait que la chimie Mhm. d'équipe qu'on avait était juste incroyable, là. Je peux pas juste avoir des mauvais sentiments par rapport à ça, là. Ouais. Il y a des relations que j'ai avec certains gars que je vais sûrement avoir toute ma vie, là. Fait que non, Mhm. c'est sûr que je suis vraiment content de cette saison-là. C'est pas juste du négatif, là. Non, c'est On ça. a appris, tu sais, on dit tout le temps qu'on apprend quand on perd, mais moi, je trouve qu'on apprend quand on gagne, là. C'est de même que tu développes une mentalité de gagnant, puis qu'après Mhm. ça, tu détestes perdre. Fait que je pense que cette année-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont appris à gagner, puis qui ont appris à détester à perdre. Ouais. Moi, je peux comprendre l'approche que tu as. Bon, on va sortir du junior, puis bon, se diriger vers le hockey professionnel. Mhm. Je pense que tu vas être content d'en parler. Mhm. Tu as eu une opportunité qui s'est présentée avec les Eagles du Colorado, le club école de l'Avalanche. Tu vas aller rejoindre Alex Bocage, si je ne Ouais. me trompe pas. Ça doit être quand même le fun. Déjà là, tu vas avoir quelqu'un que tu connais. Parle-moi un petit peu cette opportunité-là qui s'est présentée à toi. Puis à partir de quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça s'est passé après les séries? Est-ce que ça s'est passé au cours de la 2e, 3e ronde? Tu sais, c'est quoi les premières discussions? Puis tu sais, est-ce que c'était la première équipe qui t'a approché? Ben, je sais pas exactement comment ça s'est fait en termes de première ou pas première équipe, Mhm, parce que moi, mon agent me faisait juste rapporter l'information qu'il y avait, mettons, si cette équipe-là est intéressée ou pas. mhm. Mais je savais qu'avant que les séries se terminent, qu'il y avait un certain intérêt, mais j'avais rien d'officiel encore sur la table. OK. Puis après ça, c'est vraiment après qu'on a gagné que là, l'offre s'est offerte à moi. Puis honnêtement, je trouvais que le Colorado, ben, les Eagles, ils démontraient beaucoup d'intérêt. Mhm. C'était beaucoup plus juste qu'un contrat, j'avais l'impression. Tu sais, j'avais l'impression que les gens là-bas voulaient vraiment me développer. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui a favorisé ma décision, là. Ouais. Tu as eu une opportunité pour un contrat de 2 ans versus des contrats plus courts ailleurs aussi. Je pense que Mhm. ça, c'est. Tu me parlais la veille ou la veille où ça a été signé, je pense qu'on s'était parlé au téléphone, puis tu m'avais dit, regarde, pour moi, ça me donne une sécurité d'emploi. Mhm. Dans une situation où on voit où que, tu sais, surtout dans le contexte actuel qu'on est, une sécurité d'emploi, ça a une valeur inestimable. Ben oui, c'est certain. Tu sais, mettons, je le vois avec certains de mes coéquipiers, pas de mes anciens coéquipiers qui jouaient dans le professionnel cette saison. Puis là, tu vois, mettons, des réductions de salaire. Tu sais, des fois, ben, on s'entend que souvent les gens, ils suivent un train de vie qui se rapporte à leur salaire. Ouais. Fait que là, si tu apprends du jour au lendemain que tu as une réduction de salaire de 50%, ben là, ça se peut que tu fasses attends une minute où il va falloir que je coupe des affaires. Fait que tu sais, si c'est juste une année, puis que là, tu as une réduction de salaire, tu sais, ça peut être des blessures aussi. Ça Ouais. peut être, tu sais, on le souhaite à personne, mais ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Fait que pour moi, le choix de 2 ans, c'était juste le choix qui faisait du sens. Mhm. Puis aussi, c'est pas juste ça, c'est que ben, je l'ai jamais vécu, mais j'imagine que quand tu joues ta dernière année sur un contrat, ça doit être quand même. C'est sûr que c'est une source de stress supplémentaire. Là, tu le sais qu'à chaque match, tu as quelque chose à prouver. Ben, tu as toujours quelque chose à prouver, mais là, tu as toujours derrière la tête que faut que tu signes un contrat l'année d'après. Mhm. Tandis qu'en réalité, ce que tu devrais être focusé, c'est juste aider ton équipe à gagner, là. Absolument. Puis en même temps, il y en a qui carburent à ça. Tu sais, on voit beaucoup de joueurs qui ont leur meilleure saison juste avant un contrat. Mhm. Puis il y en a d'autres aussi qu'on voit que ça,
sortent de la map un peu. Là. Donc, Ouais, non, t'as tout à dans- fait raison. avec comment je te connais, je doute que ça devienne un problème, mais tu veux quand même éviter d'être dans cette situation-là Mhm. le plus souvent possible. Exactement. Exact, Ouais. ouais. Bon, pour ce qui est de l'opportunité avec l'Avalanche en tant que telle, est-ce que c'est une équipe que tu avais déjà une bonne opinion, de laquelle tu avais une bonne opinion? Est-ce que c'est une équipe que tu aimais déjà avant qu'il y ait une. Tu sais, je comprends que c'est pas l'Avalanche en tant que telle, c'est Eagles, mais Mhm. en haut, c'est l'Avalanche. Là. Ouais. Est-ce que t'avais déjà une. Est-ce que c'était particulièrement spécial à cause de une appréciation que tu avais déjà de l'équipe en fait? Ben, tu sais, ils n'ont pas gagné la Coupe cette année, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être eux autres. Ouais. Ils ont beaucoup de talent. Fait que, ben, moi aussi, avant que ça commence, tu sais, je pensais qu'ils faisaient partie des équipes vraiment qui pouvaient gagner. Mhm. Ils ont des excellents joueurs. Là. Tu sais, quand tu vois McKinnon rentrer en power play dans zone, les joueurs adverses ne font pas grand-chose. Ben, pas grand-chose, mais Et c'est tu vois difficile. Il y a tellement de rapidité, recule, ça n'a pas de bon sens. Là. il recule un peu. Fait que, non, tu sais, c'est sûr que c'est le fun de rentrer dans une équipe qui est déjà très, très, très talentueuse. Là. Oui, comme on dit, c'est pas les Eagles, mais tu sais, si j'ai la chance de rencontrer certains de ces joueurs-là, je pense que c'est juste du bagage de plus pour moi, puis c'est juste meilleur pour mon développement. Puis je me dis qu'en quelque part, c'est cette équipe, parce que tu sais, cette équipe-là, il y a quelques saisons, tu sais, là, ils ont vraiment construit une équipe avec beaucoup de talent au fil des années. Ouais, Là, ils sont comme rendus au moment où ils sont vraiment bons. la maturité, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça te fait croire que leur développement il est bon. Leur système, Fait que, ouais. fait que, tu sais, c'est positif de voir qu'ils sont capables de le faire. Fait que je pense que c'est juste. Oui, c'était le fun de voir que je pouvais m'entendre avec une équipe qui avait autant de bonnes équipes. Là. Parle-moi un petit peu de, bon, qu'est-ce que tu peux apporter comme joueur pour cette organisation-là? Tu sais, le style de joueur que tu es. Moi, je te connais, mais pour quelqu'un Mhm. qui n'a jamais vu Benjamin Tardif jouer, parle-moi un petit peu de toi. Est-ce qu'il y a un joueur sur lequel tu te bases, puis, tu sais, ton joueur préféré, ou le joueur qui est, tu sais, pas nécessairement, le joueur connu qui te ressemble le plus sur la glace, disons. J'aurais tendance à dire peut-être. Mais ça va être difficile à dire là, parce que c'est pas vraiment moderne. Mhm. Mais mettons, dans les années que les Kings ont gagné la Coupe Stanley, peut-être Dustin Brown. Je suis d'accord. Fait que je pense que c'est un peu mon style de jeu dans le sens que je peux contribuer offensivement. C'est sûr que je ferai pas. Ben, je ferai pas. Je dis pas que je le ferai pas parce que je veux pas mettre de limite. Mais mettons, je suis un joueur qui peut contribuer offensivement, qui va accepter son rôle défensivement, puis qui peut jouer un peu à toutes les sauces, puis qui va frapper. Là, on s'entend de Dustin Brown l'année qui avait gagné la Coupe. Il frappait tout ce qu'il veut. Il, il donnait des bonnes mises en échec. Fait que je pense que c'est un peu le style de jeu que je vais être. Puis c'est juste ça que je vais amener. Là. Être le plus complet possible. Puis moi, tu le sais, là, ma plus grande force, c'est juste que je travaille tout le temps. Là. Mhm. Fait que je pense que Un peu. c'est juste ça que je vais amener. Là. Puis, bon, si jamais on parle rapidement un petit peu, il y a un joueur que tu as côtoyé qui a eu quand même une belle évolution, un développement beaucoup plus rapide que certains auraient pensé. Mathieu Olivier, Ouais. est-ce que tu penses que ton trajet pourrait ressembler au sien? Parce que les deux, vous avez signé à 20 ans. Vous avez la même essence dans votre jeu, si on veut. C'est-à-dire travailler extrêmement fort. Vous êtes pas nécessairement les plus. Je pense que même en talent pur, tu es peut-être un petit peu à l'avance sur Matt. Mais Matt est peut-être plus Ben, plus du genre à se battre, admettons. ouais, côté bagarre, il y a un très bon step sur. Mais tu sais, les deux, vous avez beaucoup d'éléments qui se ressemblent dans votre jeu. Est-ce que tu le regardes puis tu te dis c'est le genre de trajet que je voudrais avoir? Ben, c'est sûr que, honnêtement, tu sais, Matt, ça a été très vite ces choses. Puis honnêtement, il le mérite parce qu'à 20 ans, il passait autant de temps que les 16 ans dans le gym. Mhm. Puis ben, c'est sûr que c'est un parcours que j'aimerais avoir. Puis oui, c'est vrai qu'on a certaines similitudes dans notre style de jeu. Fait que, puis c'est le fun de voir que un joueur dans ce style de jeu-là est accepté pour. Ben pas est accepté, mais qui est récompensé pour ce qu'il amène sur la glace. Parce Mhm. que tu sais, on s'entend,
Mathieu, quand il est arrivé junior, ça n'a pas été toujours. Tu sais, il n'y a pas eu. Ça n'a pas été. Comment je peux dire? Mettons, c'est un peu comme moi, dans le sens qu'à 17 ans, le monde ne pensait pas qu'il allait finir par signer un contrat nécessairement. Sauf qu'il a tellement travaillé fort. Il a tellement travaillé fort, puis il a tellement jamais lâché. Puis c'est sûr qu'il croyait en lui. Là. Je connais Matt, il croit en lui. Puis il travaillait pour aussi. Fait que, non, c'est sûr que c'est un parcours que j'aimerais avoir. Puis honnêtement, c'est un bon exemple, là. Ouais. Très, très, très bon exemple. Welcome back to Budapest and the Hungaro Ring. Infamous for its tight, narrow corners that force the drivers to constantly be on top form. No doubt, we're in for a great race here today. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaro Ring today. It's 6 lefts and 8 rights around a lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. Donc, on est avec Mathieu Vachon pour parler de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie qui s'en vient cette semaine. Bon, on a eu le temps de digérer un petit peu la dernière course, Mathieu, qui s'est passée en Grande-Bretagne. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de voir la sprint race et la course en direct, mais on a eu quand même, j'ai eu la chance de le voir en reprise. J'aimerais que tu puisses me dire qu'est-ce que tu as pensé en tant que tel de cette structure-là avec le format sprint. Est-ce que tu penses que ça a donné des résultats concluants et est-ce que tu aimerais ça voir ça réappliqué dans le futur? Euh, je vais peut-être te surprendre avec ma réponse, mais je vais y aller en disant que ça m'a laissé un petit peu indifférent le format sprint. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une excellente chose. J'ai trouvé que
Le spectacle était correct, mais il n'y a pas eu autant d'action que j'aurais pensé. Ça ajoutait un élément nouveau par rapport aux fins de semaine habituelles de Mhm. F1, puis c'est bien d'avoir de la nouveauté à quelques égards. Mais en tant que tel, je dirais pas que c'est un must à avoir au cours d'une saison de F1. En autant que ça reste à quelques reprises seulement dans le calendrier d'une saison, OK, c'est bon. Mettons, on va dire qu'il y en a en Angleterre, en Italie, puis à une autre place là, au cours de l'année. Mettons 3, 4 fois, c'est bien. Ça peut Mhm. ajouter un petit élément divertissant. Mais j'ai pas trouvé ça vraiment fantastique. Par contre, les erreurs que tu peux faire dans une course sprint peuvent vraiment ruiner ta fin de semaine. Et ça, Oui. Sergio Perez l'a appris solidement. Donc, je dirais que tu ne gagnes pas vraiment grand-chose avec la course sprint, mais tu perds beaucoup. Je Oui, dirais de je peux même. comprendre. Je peux comprendre ton point. Absolument. Puis, on a vu que, de façon générale, il n'y avait pas grand monde qui ont profité de cette sprint race-là pour gagner énormément de place. Non. Quelque chose À que j'ai part remarqué, Alonso seulement. à Le part seul. Alonso, exact. Donc, il y en a un qui a vraiment tombé, puis il y en a un qui est vraiment, qui en a profité. Ouais. Alonso et Perez. Euh, bon, quelque chose que j'ai remarqué à travers ça, c'est que, ben, en fait, on en a discuté, j'en ai discuté avec d'autres personnes, avec les Mhm. membres de F1 Québec. On a remarqué que euh, peut-être que ce genre de situation-là, où on a une course avant la course, peut amener à des changements de stratégie ou encore à des actions différentes durant la vraie course. Je t'explique. C'était Charles Manta, qui est administrateur avec F1 Québec, qui a souligné que euh, Lewis Hamilton a essayé durant la sprint race à Cops de dépasser à l'extérieur. Et il s'était fait fermer la porte. Le lendemain, c'est ça à l'intérieur, ce qui a causé le gros incident, parce que visiblement, c'est dit que ça ne marchera pas à l'extérieur. Ouais. Bon, là, il y a un débat qui va durer probablement encore très longtemps sur savoir est-ce que c'était volontaire ou non, qui vient la faute. Là, Red Bull qui s'en va en appel avec la Ouais. FIA. Bon, je pense que on va se rappeler de cette sprint race-là comme euh, ce qui a mené peut-être à cet accrochage entre les deux. Je sais pas si jamais tu vois un petit peu ce qui peut découler de cette sprint race. Euh, je sais pas si l'accrochage entre Lewis et Hamilton découle de la sprint race. Je suis embêté, peut-être un petit peu, parce qu'il avait quand même joué du coude entre les deux là, Mhm. au cours de la sprint race. OK, peut-être de ce point de vue-là. Une chose est certaine, à mon avis, euh, je ne connais pas Lewis Hamilton personnellement, je lui ai jamais parlé, Moi non plus. mais de ce qu'il nous démontre, c'est pas il joue dur, mais c'est pas un taux de cul. Puis Ouais. sortir Max Verstappen on purpose, Volontairement. jamais, jamais, ouais, c'est ça, volontairement, je vois pas Lewis Hamilton faire ça. La faute, à mon avis, à moi, de la manière que j'ai vu l'incident, la faute revient à Lewis Hamilton, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il a trop forcé un petit peu la note. Puis en ayant les pneus un petit peu plus froids, il a été déporté. Max Verstappen, qui joue dur, comme Lewis, lui a fermé la porte assez solidement aussi. Et ça l'a donné cet accident-là. Vraiment un Ouais. accident là, qui aurait pu, ça aurait pu le tuer. Là. Max Verstappen, on s'entend là, dans une autre époque pas si lointaine. C'est sûr que Max Verstappen ne sortait pas de là sur ses deux jambes. Ça aurait été grave. Donc, je crois vraiment que Lewis Hamilton aurait probablement dû se garder une petite réserve là, sur cette course-là. De Mhm. toute façon, le circuit d'Angleterre, il n'y a pas de secret pour lui. Puis je suis certain qu'il aurait été capable de probablement aller le rechercher. Bon, Ouais. c'est sûr que la Mercedes n'est peut-être pas au top niveau comparé à la Red Bull, mais à mon avis, Lewis Hamilton aurait été en mesure d'aller chercher Max ou peut-être de simplement le dépasser un virage ou deux plus loin parce qu'il y avait vraiment le rythme. Donc, Oui. je pense que Lewis Hamilton se sent inconfortable cette année. Il voit que sa suprématie est contestée par Max Verstappen. C'est correct. Tu veux prouver qu'il est encore au top. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse plus attention dans ses actions puis qu'il prenne le temps de mieux calculer ces choses, pas trop être émotif. Puis là, je pense qu'on dirait qu'il avait tendance à être émotif et ça a donné cet accident-là. Donc, il faut vraiment faire attention. On s'entend, là, il chauffe des bolides qui vont à 300 km/h. Ouais. Ça prend une certaine un certain calme dans l'esprit, je Ouais. pense. Mais bon, ça arrive, là, évidemment.
Ouais. Par rapport à ça, bon, je pense que c'était assez visible que tu... la voiture de Lewis Hamilton a sous-viré. C'est clair Oh, oui, que c'est sûr, sûr, sûr. il y a eu une perte de contrôle qui a mené à ça. Je pense pas que lui s'est dit je vais écraser les breaks pour que la voiture dérape pour rentrer Non, dans Max. jamais. Je pense que vraiment c'est pas ça. Mais tu voyais que sa ligne de course s'est complètement décalée. La voiture était pleine de gaz, était plus lourde. Oh, oui. Peut-être que les pneus n'étaient pas encore à température, etc. Ce qui fait en sorte que les voitures sont souvent plus lentes sur les quelques premiers tours pour des raisons comme ça. Oui, Euh, pas nécessairement parce que les pilotes sont plus frais, etc., ou sont pas encore dedans. C'est juste que la voiture n'est pas encore à son niveau optimal de performance. Puis, c'était visible en même temps que, bon, autant je l'excuse pour le comportement de la voiture qui a mené à ça, mais je pense que dans un virage à 280 quelques, presque 300 km/h, tu te mets pas à l'intérieur pour monter ses vibreurs, peu importe, parce que surtout pas dans les premiers tours. Je peux comprendre au 38e tour ou 44e tour que tu essaies un geste comme ça, mhm, mais Lewis Hamilton, c'est pas son premier tour de rodéo. Là. Il sait comment non, une voiture se comporte en début de course. exact. J'ai pas. Tu sais, c'était encore moins pardonnable le fait que la voiture était au premier tour. Bon, c'est facile de parler, toi et moi, comme ça. On n'a jamais conduit une F1. Exact. J'ai même jamais conduit une monoplace. Donc, je pense que toi non plus. Non. À part un kart. Ouais, c'est Donc, ça. on n'est pas dans une situation de critiquer, mais avec les informations qui nous sont données, il y a beaucoup de choses qui étaient pas correctes dans ce geste-là. Bon, j'aimerais que tu me donnes un peu ton impression sur ce qui en a suivi. Bon, tant la réaction de Max, la réaction des partisans, les problèmes qui sont passés sur les médias sociaux, tu sais, ça a vraiment, ça a donné la plus belle, mais la pire pub à la F1, je pense. Ça l'a vraiment dégénéré, mettons. On va dire ça comme ça, là. Les insultes racistes à l'endroit de Lewis Hamilton, c'est inconcevable. On s'entend, là, comme je l'ai dit, Lewis Hamilton, oui, il y a une faute, mais jamais il aurait fait ça euh, volontairement. Donc, vraiment, là, ça a été une grosse tâche au dossier. Là. Encore une fois, des fameux médias sociaux qui sont la source de nombreux problèmes. De nos jours, on s'entend. Là. Donc, ça, c'est sûr que moi, je trouve ça absolument inconcevable et dégoûtant, en fait, que Lewis Hamilton a été victime d'insultes racistes par rapport à ça. Là, c'est sûr que la tension entre les deux pilotes, entre les deux écuries est à son paroxysme. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, peut-être que le monde va dire Ah, dimanche matin, ouais, je vais peut-être l'écouter, la course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen du côté de la Hongrie. Donc, ça, c'est sûr que de ce côté-là, la F1 va avoir probablement des meilleurs codes d'écoute. On s'entend, on est d'accord là-dessus, on sait comment ça marche un peu. Là. Le monde aime ça, voir que ça brasse. Donc, ça va être le cas. Je pense qu'il va y avoir un bon public au rendez-vous. Sinon, là, je trouve que quand même, ça va loin là, avec la mise en appel de Red Bull par rapport à la décision qui a été prise des commissaires lors de la course. Donc, ça n'a pas fini de faire jaser, mais puis je pense qu'il faudrait peut-être que le Red Bull, je sais qu'ils ne sont pas d'accord, c'est normal de ne pas être d'accord. Eux autres, ils ont l'impression de s'être fait voler une victoire, mais les commissaires de piste, ils ont pris les commissaires de la course ont pris la meilleure décision possible par rapport Euh, à ça, au meilleur de leur connaissance. Puis avec c'était les ça, données qui étaient c'est disponibles ça. au moment. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision en course. Le 10 secondes de pénalité, c'est quand même une bonne pénalité. Là. C'est pas tous les Ouais. pilotes d'habitude qui sont capables d'en revenir de ça. Là. Donc, moi, je crois pas que c'est pertinent de porter ça en appel, personnellement. Là. Donc, je pense qu'on est mieux de passer à autre chose. C'est pas la pire, mais c'est pas la plus petite. Tu sais, évidemment, tu as des pénalités de 5 secondes, tu as des pénalités de 10. Je pense il peut y en avoir des plus grandes. Ensuite de ça, tu as un stop and go, Fait que ça qui, aussi, ouais, dépendant c'est du ça. circuit, ça peut être des 20, 30 secondes, là, un stop and go. Là. Tu as aussi le drapeau noir que tu peux te faire Oh, ouais, mais je veux dire qualifier en de termes de lancer. pénalité, non de disqualification. Là. Disqualification. Euh, Puis je pense qu'évidemment, 10 secondes, c'était adéquat avec les informations disponibles, Mhm. sachant que, bon, c'était
quelques dizaines de minutes, là, je me rappelle plus exactement combien de temps, parce qu'il y a un drapeau rouge, évidemment. Ouais. Mais tu sais, c'était pas 3 heures après, c'était pas une minute après, là. Tu sais, c'était un délai quand même considérable, mais tu sais, probablement qu'il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça, je pense que Red Bull porte la cause demande à la FIA de réviser sa décision. Ouais. Là-dessus, ouais, moi, Peut-être ce que les que autres, ils espèrent avoir une autre coupe de secondes de pénalité pour que Lewis Hamilton perde sa victoire et que ce soit Charles Leclerc qui soit crédité. C'est la seule affaire que je peux voir. c'est ce que je peux voir aussi, ou encore carrément une pénalité de grille au départ d'un Grand Prix. Ouais, peut-être. Mais bref. Embêtant. Dans le cas où une course est terminée comme ça, puis on est rendu plus qu'une semaine après, Ouais. je vois mal comment est-ce que ça peut être changé, à moins d'une preuve énorme contre Hamilton, comme un enregistrement radio ou encore une Ouais. preuve visuelle claire, comme quoi il aurait volontairement causé une collision. Mais tout pointe vers un accident maladroit. Ouais, c'est ça. Euh, D'accord. ouais. Par rapport à ça, je sais pas de ton point de vue comment est-ce que tu vois ça, mais le fait de porter une décision comme ça en appel, si jamais la FIA décide euh, de sévir sur Lewis, là on crée un précédent énorme qui ferait en sorte que en course, tout le monde, je m'excuse le terme là, mais courait et fesses serrées. Puis, pas nécessairement, voudrait peut-être éviter des gestes audacieux, des tentatives de dépassement, même si jamais ils peuvent être, ces gestes-là peuvent être faits de façon sécuritaire. Donc, carrément, une espèce de conservatisme en course qui ruinerait le spectacle. Ouais. Je sais pas, toi, comment est-ce que tu vois ça, dépendant de la réponse de la FIA, comment est-ce que ça pourrait affecter le reste de la saison et le spectacle de la F1 dans le futur? Je ne sais pas s'il y aurait vraiment des impacts à long terme sur le spectacle en piste comme tel, mais c'est sûr que ça créerait un précédent par rapport à ça. Mettons, on va dire que le Red Bull gagne son point. Ben là, mettons, on dit qu'il y a une autre situation là, qui arrive. Je sais pas, moi, un jour, ça va être Lando Norris puis George Russell, mettons. On va dire qu'ils se battent pour le championnat puis qu'ils font une affaire de même. Là, il va toujours avoir, on dirait, là, ça sera jamais fini. Il va toujours avoir peut-être un petit doute. Ah, ils vont peut-être reporter ça en appel. Puis je pense que quand c'est terminé, c'est terminé. Puis il faut passer à autre chose. Là. Quand la décision a été finale, on a dit, OK, c'est ça. Il faut que tu sois capable de l'accepter, à mon avis. À moins que, comme tu dis, là, il y ait des preuves vraiment irréfutables. Là. Mais je pense pas que l'essence de la F1 va changer si jamais il y avait une décision qui était prise qui allait en faveur de Red Bull. Là. Donc, à mon avis, ça peut créer un précédent, oui, dans la guerre qui se joue dans les Entre les paddocks. deux. Ouais, mais sinon, là, sur la fiche, je pense pas. Je pense que les pilotes ils savent, ils sont capables là, de faire la part des choses. Donc, à mon avis, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Parfait. Si jamais on regarde un petit peu là, vers ce qui s'en vient, là, donc on a la course ce week-end avec le Grand Prix de Hongrie. Un circuit qui est, comment dire, peu propice à un spectacle excitant. Ouais, et ouais, Disons c'est juste ça. ça. C'est bien. Ça va jouer dans les pluies, ça va jouer d'un point de vue stratégique. On a vu en 2019 Mercedes a passé une petite vite à Red Bull. Si je me trompe pas, c'était en Hongrie l'affaire du pit stop, Ouais. le undercut. Donc, tu sais, cette course-là, carrément, on se rappelle vraiment plus de ce qui se passe, pas sur la piste, mais autour. Ouais. Tu sais, évidemment, il y en a qui appellent ça le Monaco moderne parce qu'il n'y a pas de dépassement, c'est serré. Tu sais, je sais pas comment est-ce que tu apprécies ce circuit-là, puis comment est-ce que tu vois justement deux pilotes qui probablement sont encore assez chauds. Si jamais ils se retrouvent à côté de l'autre dans un circuit serré, ça pourrait créer des flamèches. Mais bon, comment est-ce que tu vois là, cette course-là à venir? Et puis, est-ce que tu penses que ça pourrait être justement un lieu propice à une escalade entre les deux pilotes? Pas tellement. Moi, j'aime pas le circuit de Budapest. Là. Le Hungaroring, c'est vraiment pas ma tasse de thé, personnellement. Oui, OK, c'est bien. Il y a des beaux virages. Il y a une belle montée aussi, mais la ligne droite n'est pas assez longue. Puis, je trouve un peu, ça, en tout cas, à moins qu'il mouille,
ou à moins que quelqu'un soit vraiment très audacieux, souvent je trouve que c'est un peu comme une procession là, de voitures qui passent puis que ça joue dans les puits. Puis ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Moi, j'aime mieux quand il y a vraiment des dépassements en piste. Donc, c'est sûr que moi, la Hongrie, c'est pas ma tasse de thé là, en tant qu'amateur de F1. Euh, donc, comment je vois ça entre Max et Lewis, c'est sûr que là, encore une fois, là, la position de tête va être vraiment à clé. Hein. C'est dommage d'en venir à ça encore une fois, là, mais bon, avec les difficultés à dépasser, non seulement sur ce circuit-là, mais tout simplement avec les voitures actuelles, c'est super complexe. C'est Donc, difficile de suivre. Exact. ça risque d'être difficile, là, mettons. C'est sûr qu'on risque d'avoir des grosses défenses de position parce que d'après moi, ça va bouchonner à quelques endroits en cours de route. Mais bon, je pense pas qu'il y ait. En tout cas, je souhaite pas qu'il y ait de débordement là, entre Lewis et Max. Ça serait bien. Ça serait dommage, en fait, là, encore une fois, là, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une récurrence. Ouais, ça serait dommage un peu. Oui, OK, c'est bon qu'ils se battent, mais que de là qu'il y ait encore un gros clash ou un gros accident, ce serait moyen. Là. Oui, OK, une bonne lutte, c'est bon. Mais bon, je pense pas que le Hungaroring donne ça, à moins qu'on ait une grosse défensive, comme je t'ai dit, puis qu'il soit pas capable de passer ou quelque chose du genre. Là. Ça se peut, mais j'ai l'impression que Max Verstappen va avoir le couteau entre les dents et qu'il va écraser tout le monde en fin de semaine, à mon avis. Là. Ouais, il va vouloir rattraper des points qui, selon lui ont échappé de façon, je crois qu'il pense que c'est de façon très injuste. Bon, la bonne nouvelle, c'est que il est encore en tête par 8 points, si je me trompe 8 pas. points. 8 points. Donc, il peut aller se rechercher une avance d'une quinzaine de points là, avec une victoire. Et si jamais il réussit le tour le plus rapide, encore plus. Alors, pourrait se remettre dans une position confortable. Mais bon, je suis content que ça soit... qu'il ait l'opportunité de revenir tout de suite parce que, bon, il y avait eu un fake... un fake communiqué de presse de la part de la F1 comme quoi il raterait 2 courses. J'ai fait... Non, c'est pas vrai que Lewis va gagner de cette façon-là. Puis finalement, après ça, un point carrément qui aurait détruit cette saison-là qui était si prometteuse. Ouais. Parce que, bon, je veux voir les deux pilotes se battre sur la piste et non un prendre l'avantage de l'autre quand il n'est pas là. C'est pas exactement ce qu'on veut voir. Sinon, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton appréciation des... bon, on va oublier un petit peu Max et Lewis, le travail de Charles Leclerc pendant cette course-là, qui vraiment là, a tout fait pour gagner. Il lui manquait quelques secondes, quelques mètres. Il manquait un virage bien exécuté carrément. Parce qu'il s'est fait dépasser à Cop. C'est un peu de la même façon que Verstappen là, dans un contexte très très similaire. Lui a évité l'accident, là, mais bon, ça lui a coûté sa position et la victoire. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu as apprécié là, son travail. Moi, j'ai beaucoup apprécié là, Charles Leclerc. On sait qu'il est en mesure de nous faire quelquefois des beaux petits numéros. Là. Il est vraiment excellent, Charles Leclerc. Donc, je pense que c'était sa meilleure course de la saison, évidemment. Il s'était bien qualifié. Il a mené ça pratiquement d'un bout à l'autre. Là. Donc, il a vraiment tiré le meilleur de sa Ferrari. Puis, je pense que ça aurait été une juste récompense pour lui, là, pour tout ce qui est arrivé dans les derniers temps avec Ferrari, de gagner cette course-là, ça aurait été une belle récompense. T'sais, on pense notamment à sa pole position qu'il a fait à Monaco, puis que tout même pas le départ. À mon avis, il aurait gagné Monaco cette année-là. Là. Il y a eu 4 dépassements pendant la course. Je réussis pas à croire que... Donc, à mon avis, il gagnait le Monaco cette année. Donc, vraiment, il a été impérial. Il a fait de son mieux. Puis, ça faisait du bien de le voir en tête, puis de revoir Ferrari un peu aux avant-postes. On aime ça, en fait, parce que ça fait du bien d'avoir un peu de différence. Au lieu de Red Bull, Mercedes, ben là, il y avait Ferrari. On aime ça, avoir une lutte à 3, des fois peut-être 4 écuries, ça ferait du bien. Là. Donc, c'est bon signe. Si Ferrari peut continuer à aller dans la même direction, je trouve qu'ils vont vraiment, là, ils font une bonne progression, en fait, l'écurie de Ferrari. Je pense aussi que c'est encourageant parce que c'est un circuit qui est basé sur la puissance puis la rapidité. De voir Ferrari se tenir dans cette position-là. Puis honnêtement, comme je te dis, il était à une erreur de
Tu sais, il y avait 1,8 secondes d'avance avec 2 tours à faire. C'était très soutenable. Si jamais c'était pas de cette erreur-là. Là. Il aurait très bien pu gagner, puis, tu sais, il n'a pas profité d'un arrêt. Tu sais, oui, il y avait 10 secondes d'avantage sur Lewis Hamilton, je suis d'accord. Mm. Mais il n'a pas comme profité d'une voiture endommagée à Hamilton après la collision. Tu sais, il a pu la réparer dans les puits, Ouais. etc. Donc, carrément, il y avait 10 secondes sur toute la course de différence entre lui et Lewis, on peut se dire. Alors, c'est très encourageant parce qu'on regarde dans les autres courses, c'était quasiment c'était des demi-tours et plus d'écart entre eux et Mercedes et Red Bull. Je trouve vraiment que ça démontre que Ferrari est peut-être en train de revenir plus rapidement qu'on l'aurait cru. Je sais pas Ouais. qu'est-ce que t'en penses. Ben, je crois que c'est plausible. On voit, là, mettons, on va dire, c'est à peu près une petite affaire encore, à mon avis, en arrière de McLaren, là. Ils sont pas loin. Je pense que McLaren a encore un petit avantage sur eux. Mais oui, Ferrari est en train de se remettre dans la lutte pour éventuellement les podiums. Ça s'en vient. On a vu là, Carlos Sainz cette année, il y en a eu un. Charles Leclerc, lui, en a pas. Ben, il y a eu 8 soldats en Angleterre. Donc, chacun a sa deuxième place. Donc, oui, là, Ferrari, on voit vraiment que ça va dans la bonne direction. Puis, j'ai hâte de les voir, par exemple, avec la nouvelle réglementation de l'année prochaine. Ça va être intéressant de les voir. Eux autres, je sais qu'il y a les budgets qui limitent les dépenses, mais habituellement, ils ne sont pas très nerveux là-dessus. Là, ça les inquiète pas trop. Là. Je pense que c'est la première fois que le mot budget circule dans les garages de Ferrari. Exact. Depuis, Eux autres, c'est dépensé sans compter habituellement. Donc, ça va être intéressant de les voir fonctionner avec ça, la nouvelle réglementation. Mais je trouve que oui, ils vont dans la bonne direction, à mon avis, en tant qu'écurie, surtout avec une excellente paire de pilotes. On s'entend, le Carlos Sainz, c'est vraiment très bon, puis Charles Leclerc est phénoménal. Oui. Donc, tu sais, je pense que de point de vue pilote, Ferrari a peut-être l'avantage parce que les deux récoltent des points de façon constante et Ouais. quand ils récoltent des points, ils récoltent des plus gros que Daniel Ricciardo. Ouais. Norris va finir souvent devant les Ferrari. Ouais. Donc, ça, tu sais, on voit, Norris est constamment le meilleur des autres. Ouais. Encore une fois, là, il a terminé quoi, cinquième? Euh, Quatrième, Cinquième, cinquième, cinquième? quatrième. Ouais, quatrième. Quatrième. Donc, il était carrément le meilleur des autres. Donc, il était au pied du podium. Mais quand même, je pense que ce qu'il réussit à faire de façon constante va aider McLaren. Là, en ce moment, ils sont à quoi, une quinzaine de points devant. Donc, Ouais, exact. 15 points. Exactement 15 points. Ouais. Donc, si jamais Ferrari peut prendre son air d'aller, puis que McLaren ne peut pas compter sur une amélioration notable et constante de Ricardo, ben ce 15 points-là peut partir assez vite. Ça prend une mauvaise course de la part de McLaren et une bonne course de la part de Ferrari, puis on interchange les rôles. Ça se peut. Même chose entre Mercedes et Red Bull. Là, en ce moment, cette course-là a été catastrophique pour Red Bull qui ramasse 0 points, puis Mercedes qui a 2 pilotes qui vont chercher des gros points. Donc Hamilton une victoire et Bottas c'est peut-être 3. Donc, tu sais, est-ce qu'il y avait le tour le plus rapide aussi? Je pense pas. C'est Sergio Perez qui l'a volé. Sergio Perez a juste, dans le fond, empêché Mercedes de scorer un point. Exact. Donc, sans scorer, il l'a volé. Donc, on passe d'une avance de... là, c'était 25-15. Il était 40. Ils ont été gagnés 40 points, puis ils sont encore 4 points derrière. Ouais. Donc, il est à 44 points. Ouais, Donc, une course comme ça change tout. 44 points, ça prend 3 courses à rattraper en temps normal. 3-4 courses. Exact. Donc, vraiment, là, n'importe quoi peut arriver. Puis cette saison-là a de l'air partie pour ça. On a vu en Azerbaïdjan, ça prend juste de voir Max Verstappen qui termine pas la course. On s'est dit, ah non, le championnat est en train de balancer juste là. Ben, coudonc. Hamilton non plus ramasse pas de points. Tu sais, tout se joue sur des détails comparé aux dernières années où que, il restait 3 courses à la saison puis que c'était déjà réglé. Oui, exact. Fait que ça se peut qu'on voit des courses explosives encore une fois. Là, je m'attends, je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que cette année, encore une fois, Monza va nous en faire avoir de toutes les couleurs. J'espère, en fait. J'aimerais ça. Puis qu'il va y en avoir d'autres aussi, là, d'autres courses assez explosives. Là. J'ai hâte de voir la suite des choses. Ça va être très intéressant. Puis c'est sûr que la bataille va être féroce à l'avant
dans le milieu, puis peut-être même un petit peu en arrière. Là. Ça va jouer du coup pour marquer les derniers points. Fait que ça encore bien de ce côté-là. Je pense qu'on va avoir une belle fin de saison. Il reste quand même. On est à milieu du calendrier, là, donc il en reste beaucoup de tours à compléter. On arrive, bon, tu le dis, on est à la mi-saison après la course qu'on va avoir cette semaine. Là, on embarque dans la pause estivale, essentiellement. Là. J'aimerais que tu me dises, si jamais tu avais un pilote qui n'est pas Max, Lewis, Sergio ou Bottas. Donc, on en a vu certains passer très près, terminant en deuxième place. Donc, Leclerc, Sainz, etc. Lequel des pilotes qui ne conduit pas pour Red Bull et Mercedes a le plus de chances de remporter une course d'ici la fin de l'année? C'est sûr que c'est un des quatre là, entre les deux de Ferrari et les deux de McLaren, à mon avis. Là. C'est sûr que là, ils viennent faire une deuxième place, il a passé proche, puis c'est la réponse peut-être un petit peu facile, mais je pense que Charles Leclerc, à mon avis, ça va être lui qui pourrait être en mesure de gagner à la régulière, mettons, on va dire. Peut-être à gagner une plus aisément et peut-être plus. C'est ça que c'est ça. Lui, sinon, c'est sûr que Lando Norris est un candidat potentiel à une victoire. Il faudrait que la McLaren tombe sur son X, comme on dit, et que tout aille bien dans toute la fin de semaine. Ou que, je sais pas, Lando Norris est capable de bien faire là, sous la pluie, on s'entend. Là. Donc, une course comme ça. Là, mais Charles Leclerc, ce serait ma réponse en ce moment, là, qu'il serait en mesure d'aller chercher une victoire. Puis on l'a vu, il a passé proche en fin de semaine, donc ça se peut, Charles Leclerc. Ou Carlos Sainz aussi, il est proche, il est capable. Puis, il y a du potentiel avec les deux Ferrari, McLaren aussi. Mais j'ai pas envie de dire Daniel Ricciardo en ce moment. Peut-être que ça se peut, mais en tout cas, si ça serait, on a des choix de l'équipe. Ben écoute, ça y prend une course où tout va bien. Il est capable. C'est un pilote qui est capable de gagner. Donc, ça lui prend juste soit dans la meilleure condition possible pour une semaine, puis tout peut fonctionner. Tu sais, on regarde Ferrari, c'était pas du tout un circuit logique Silverstone pour aller presque gagner cette course-là. Je comprends que la position de Perez l'a vraiment pas aidé, parce que sinon, probablement que ce serait. Il complétait le podium. On sait pas où, mais Perez, dans une situation normale, aurait été sur le podium. Max, évidemment. Ça prend les étoiles qui s'alignent, mais cette saison, tout peut arriver. Vraiment, plus que jamais, on voit des scénarios presque très improbables se produire. Je me dis qu'on n'a pas fini. On a déjà 4-5 courses un peu folles, puis on arrive au 11e Grand Prix. Exact. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Donc, c'est sûr que tout peut arriver là, cette année. C'est une année comme ça, là, où on se doute de ce qui peut arriver, mais en même temps, il n'y a pas de certitude comme telle. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça fait du bien de voir ça aussi, un peu de changement. Ça faisait longtemps déjà que Mercedes dominait. Là. Bon, c'est sûr qu'avant aussi, c'était Red Bull qui dominait. Bon, bref, c'est les deux écuries habituelles là, au sommet. Mais bref, ça fait du bien de voir du changement. On aime ça, on en a besoin, je pense. Absolument. Donc, j'aimerais un petit peu t'entendre sur les dernières rumeurs. Là, il y a la place qui va probablement se libérer chez Alfa Romeo parce que visiblement, Kimi Räikkönen, il y a un seul point cette année. Je pense qu'il va passer à autre chose. Ouais. La dernière rumeur était Valtteri Bottas. Ouais. J'ai aussi cru comprendre que Williams l'an prochain n'avait pas, si jamais Russell quittait, n'avait pas l'obligation de fournir son siège à Mercedes. Donc, pouvait placer qui voulait dans la voiture parce qu'il n'y a personne prêt dans les pilotes de relève de Mercedes pour la F1. À part, je pense que Nick De Vries, c'est le seul candidat, mais on s'entend que c'est très peu probable, puis il va être en formule électrique. Là. Non, je pense pas qu'il soit un bon candidat. Là. Ils n'ont pas parlé de Guan Yuzu pour... Guan Yuzu, le chinois? Oui, pour un second banquet chez Williams, mettons, on va dire, parce que Renault voudrait peut-être réussir à le placer à quelque part. Peut-être que j'ai mal lu aussi, là. Mais sinon, il y a... son nom, il y a Robert... c'est Schwarzman, ouais. Robert Schwarzman, ça, c'est sûr que c'est un candidat pour Alfa Romeo. Lui, il est dans l'académie de Ferrari.
Donc, Là, c'est de savoir si jamais Giovinazzi va poursuivre son chemin avec eux, parce que c'est un pilote Ferrari. Donc, Alfa Romeo doit un siège à Ferrari. ouais. Puis il y a Callum, Callum Allott. ouais, c'est ça. Lui aussi, c'est un candidat plausible. Puis je serais curieux de les voir, ces deux-là. Là. Je pense que ça pourrait être bien qu'ils aient leur chance, ces deux-là. Mettons, un des deux aux côtés de Giovinazzi, ou sinon, les deux, ou bien peut-être même Mick Schumacher qui pourrait être promu puis qu'il sorte Promu chez Alfa Romeo. Ouais, c'est ça. Qu'il sorte du merdier de chez Az, on s'entend. Là. Ça pourrait être bien. La Alfa Romeo est capable d'être compétitive un peu plus. Tu sais. Donc, Peut ça parfois pourrait être- faire des Q3 ici et là, tu sais, avec dans des situations parfaites. C'est pas une mauvaise voiture, tu sais. Le fait que constamment leurs pilotes se trouvent entre les 10 et 15e places, ça, tu sais, ça se bat contre les Alpines, ça se bat contre les retardataires un petit peu, là, tu sais, Aston des Martin. Tsunoda, etc., Aston Martin qui peuvent des fois tomber dans dans ces eaux-là. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas du tout une mauvaise voiture. Par contre, clairement, lui manque de constance. Le fait qu'il y ait seulement un point par pilote à date cette année, il le démontre. Je pense que c'est assez clair. Mais bref, par rapport à Bottas, est-ce que tu crois vraiment que il y aurait un intérêt de sa part pour aller dans une écurie comme Alfa Romeo? Est-ce que tu crois... Est-ce que tu serais prêt à dire oui, je le vois, comme scénario? Mettons, si Giovinazzi part, puis qu'il rentre un jeune, puis qu'il mette Bottas avec lui, ouais, je serais prêt à le croire. Puis il a l'air à vouloir rester à F1, Bottas. En tout cas, Toto Wolff veut qu'il reste à F1, là, visiblement. Il veut le placer à quelque part. Là. On dirait qu'il semble avoir il sent mal par rapport à ça, au fait qu'il l'évince de son écurie. Là. Donc, oui, je verrais Bottas finir atterrir chez Alfa Romeo. Oui, c'est plausible. Williams aussi, il a l'air à pas être trop nerveux. Puis peut-être aussi avec la nouvelle réglementation, la redistribution des cartes que ça va engendrer. Et peut-être qu'Alfa Romeo et Williams ne seront plus les dernières équipes du plateau. Ça se peut. Peut-être que Haas non plus, on ne sait pas. Il y a une chance à prendre. Pourquoi pas essayer? Ben, Il y a la honnêtement, passion. ça pourrait être très rapidement un jeu de cartes mélangé. Tu sais. Ça se peut qu'une écurie comme Alpine trouve la recette magique pour la première année, la deuxième année, tandis que Mercedes rate son coup. Ça se peut aussi que Mercedes prenne encore plus les devants ou Red Bull prenne encore. On ne sait pas. Non, C'est tellement différent comme voiture que c'est presque changer de ligue. C'est deux philosophies complètement différentes. Exact. Fait là-dessus, bon, c'est pas mal ça. Est-ce que tu voulais amener d'autres points par rapport à la saison de F1 qu'on a en cours? J'ai juste hâte de voir George Russell être confirmé chez Mercedes. C'est la seule chose que j'ai à dire. J'espère que ça va arriver bientôt. Ben, il a demandé que ça se fasse avant la pause estivale. Alors, On aurait bientôt durant la pause estivale. Ouais. On a vu Mercedes un peu teaser pendant la semaine du Grand Prix de Grande-Bretagne Même avec lui, des George. tweets. Et lui, tu sais, des choses comme breaking news Ouais. sur des tweets. Il est bon. Je pense que tout le monde impliqué sait qu'est-ce qu'on attend et je pense que ça démontre que quelque chose va se passer bientôt. Ouais, Tu fais pas ça quand il se passe rien. C'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci beaucoup, Mathieu, puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci pour ta participation. Ça fait plaisir. Merci à toi, François.